Bienvenue à cet atelier découverte sur comment se libérer des comportements souffrants avec la kinésiologie. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Hugues de Paoli, je suis kinésiologue. Depuis 2022, je travaille sur l'humain et l'animal. Auparavant, j'ai été manager dans une multinationale et à cette occasion, j'ai fait, je dirais hélas, mais ça a été aussi une opportunité, un burn-out. Donc du coup, je sais de l'intérieur ce que l'on peut vivre. Du coup, j'en ai fait une de mes spécialités, ainsi que le traitement de l'anxiété pour l'humain. Et comme je travaille également sur les animaux, typiquement cheval, chien, chat, je travaille sur les stress de l'animal et de l'humain, et aussi comment ils peuvent mieux relationner ensemble, mieux s'accorder. Parce que souvent, l'animal, il y a un effet miroir des sentiments de l'humain sur l'animal et réciproquement. Donc ça permet d'améliorer la relation. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous parler un peu plus de la kinésiologie pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, avec quelques définitions, quel est le processus d'une séance. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de modèles de comportement. Pourquoi on utilise des modèles de comportement et de quoi s'agit-il? Ensuite, on fera un focus sur un de ces modèles qui s'appelle l'énéagramme. Et on ira voir, profil par profil, il y en a 9, quelles sont les blessures, les émotions pour chacun d'eux, les comportements souffrants et comment on peut aider la personne qui est concernée par ce profil-là. Et nous verrons au fur et à mesure quelques cas pratiques. Et ensuite, je vous laisserai la place pour des questions. Alors, concernant les questions, comme je n'ai pas de stand sur ce salon, vous avez mes coordonnées sur les flyers, il y en a aussi ici à disposition. Donc, vous pouvez me rappeler après coup, mais de toute façon, à la sortie de la salle, je resterai un moment si vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question. Alors, la kinésiologie, c'est une pratique psychocorporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interroge le corps pour apporter de l'aide sur les problèmes psychiques, psycho-émotionnels des personnes, humaines ou animales du coup. Historiquement, c'est issu de la chiropraxie dans les années 60. Donc, ça vient du docteur George Goodhart, qui a fait le lien avec la médecine traditionnelle chinoise, notamment la circulation des méridiens. La particularité de cette pratique, c'est qu'on interroge le corps, donc, avec un test qu'on appelle le test musculaire. Donc, par exemple, si je veux tester le deltoïde antérieur, qui se trouve là, eh bien, je vais demander à la personne, s'il est en position debout, de tendre le bras comme ça et d'essayer de maintenir la position. Et pendant ce temps, je vais appliquer des petites pressions, comme ceci, tout en posant une question. Par exemple, une personne qui viendrait pour un problème d'estime de soi, je vais par exemple lui demander de dire « j'ai de la valeur » et je teste. Et si le test est fort, ça veut dire que tout va bien pour elle, ça ne génère pas de stress. Si le test est faible, ça génère un stress. Et donc, elle est concernée par la problématique. Donc, qu'est-ce qu'un test fort, un test faible? Test fort, c'est quand j'effectue la pression, le bras reste au même endroit. Et quand, au contraire, si le bras se baisse un petit peu, ça veut dire qu'il y a un stress sous-jacent. Et c'est ainsi, pendant toute la séance, qu'on va poser des questions pour rechercher des informations et aussi choisir les protocoles que l'on doit utiliser pour la personne. Évidemment, la kinésiologie, c'est une discipline de bien-être, donc qui ne se substitue en aucun cas aux pratiques médicales ou vétérinaires. Alors, le but de la kinésiologie, donc, comme vous l'avez peut-être un peu compris, c'est de gérer les stress, globalement. Alors, particulièrement, on adresse le soulagement de la douleur, les problèmes psycho-émotionnels et les facteurs psychosomatiques, c'est-à-dire les facteurs psychiques qui peuvent induire des maladies ou des douleurs
ou faciliter une récurrence, en fait, dans l'apparition de symptômes. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on adresse? Bon, les problèmes de stress, bien sûr, la douleur, la fatigue, les troubles du sommeil, et bien sûr le burn-out. Ça nous aide également à mieux gérer nos émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, les relations interpersonnelles, dans la sphère privée ou professionnelle, la colère, l'anxiété, les états dépressifs. Également, c'est intéressant pour accompagner le deuil. Alors, il faut comprendre ici le deuil, non pas comme forcément la mort de quelqu'un, mais ça peut être un grand changement. Par exemple, une rupture avec un conjoint ou un ami, un déménagement, un changement de vie professionnelle. Voilà. Tous les grands changements de la vie, ça peut s'apparenter à un deuil, hein, d'un point de vue psycho-émotionnel. Également, c'est une discipline intéressante pour améliorer l'efficacité, la performance professionnelle, les apprentissages. Donc là, dans les apprentissages, par exemple, on pense à des troubles de l'apprentissage, déficit de l'attention. Hein, j'ai eu un client il y a quelques jours là-dessus. Et également le domaine sportif. Donc typiquement, par exemple, dans mon cas, comme je travaille sur le cheval, aider les compétiteurs sportifs dans ce domaine. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au processus de séance en kinésiologie. Donc, le processus, c'est qu'on part d'un objectif de séance. La personne vient donc avec une demande, généralement qui provoque un stress chez elle, voire des symptômes physiques. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire? À rechercher les causes sous-jacentes de la problématique psycho-émotionnelle. Donc vous voyez le schéma en bas. À un moment donné, ce que l'on cherche à déterminer, c'est ce schéma-là en fait. À un moment donné, il y a un événement dans la vie de la personne qui généralement se remonte loin dans le passé et qui va induire un stress avec une émotion associée et un comportement en réponse, de manière à pouvoir surmonter ce stress. Donc si la personne se sent en très fort stress, elle sera en mode survie avec seulement 3 réponses possibles: lutte, fuite ou inhibition. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'insu du plein gré de la personne, le schéma événement stressant, émotion et comportement associé va se retrouver enregistré dans son inconscient. Et du coup, à chaque fois qu'elle va rencontrer une situation plus ou moins similaire, et ça peut être qu'à 60% par exemple, eh bien le cerveau va chercher l'événement le plus proche dans sa base de données et il va réactionner ce schéma automatiquement. Et du coup, la personne va être en état de subir. Donc, si c'est un comportement agréable, tout va bien, si l'émotion est agréable, mais si c'est désagréable, c'est problématique, parce que du coup, la personne n'est pas libre de se sortir de sa souffrance. Donc, une fois qu'on a identifié ça, donc on va chercher également dans le passé de la personne, et même en transgénérationnel. Ça peut être un comportement hérité de faits ou de croyances issues des générations précédentes. Donc ensuite, on va passer à l'équilibration. C'est un mot qui correspond aux soins, si vous voulez, dans le monde médical. Donc là-dessus, on va s'appuyer sur plus de 300 protocoles dans le domaine humain. Et on va chercher à reprogrammer ce schéma négatif pour amener des ressources positives à la place, pour que la personne puisse prendre conscience du schéma qui l'entraîne automatiquement dans cette spirale souffrante, et qu'elle puisse en prendre conscience et du coup voir venir un petit peu le stress et pouvoir réagir et en faisant appel aux ressources positives qu'on lui a données au travers de l'équilibration. Donc voilà le principe d'une séance. Alors, maintenant on va commencer à parler des modèles de comportement. Pourquoi on utilise éventuellement, c'est pas systématique, mais on peut être amené à utiliser des modèles de comportement en kinésiologie. Alors en fait, simplement parce que c'est assez efficace, ça permet de gagner du temps. Alors, je vous rassure, ce n'est pas pour mettre une étiquette
sur une personne, ah, un tel, il est aidant, un tel, il est perfectionniste, ça, on s'en moque complètement. Le but du jeu, c'est d'identifier le profil de la personne, au moins au moment de la séance, dans quel état d'esprit elle est, quel est son mode de fonctionnement. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, ça permet de trouver les comportements souffrants classiques et surtout comment on peut l'aider en fonction de sa personnalité. Donc on a, là je vous ai mis trois exemples assez courants en kinésiologie. Donc les profils MTC, c'est-à-dire médecine traditionnelle chinoise, qui sont basés sur les 5 éléments en médecine chinoise, qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc chaque élément ayant une tendance, on va dire, soit yin, soit yang, donc soit énergie plus féminine, soit énergie plus masculine. Également, on peut utiliser la morphokinésiologie, où là, on a des traits de personnalité, des traits de caractère qui correspondent à différentes zones de la tête, et pareil, qui ont certaines caractéristiques, on va dire, de personnalité, avec des indications de comment on peut aider la personne. Et enfin, l'énéagramme, alors c'est un modèle millénaire, d'ailleurs comme les profils en médecine chinoise, qui a été formalisé seulement dans les années 60, qui regroupe 9 profils en 3 centres. Et aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. Alors, quelques précisions. Ces profils sont évolutifs. C'est-à-dire que la personne se construit au début de sa vie dans un certain profil, et puis, au fur et à mesure des situations vécues, de ses expériences, elle va aller chercher des ressources, des caractéristiques dans d'autres profils que son profil initial, si je puis dire. Alors pour autant, il n'y aura pas de changement forcément majeur, parce que la base reste la base. Mais voilà, elle va s'enrichir au cours de sa vie. Également, un point important, donc on a vu le côté évolutif, et puis c'est un modèle qui est plus complexe que ça. Hein. Là, je vais faire un survol, vraiment. Je vais aller assez vite parce qu'il y a plein de choses dont je n'aurai pas le temps de vous parler. Donc voilà, dans l'énéagramme, on voit 3 centres. Le centre instinctif, le centre mental, on est plutôt dans l'intellect, et puis le centre émotionnel. Un point important en kinésiologie, c'est un peu une exception. C'est un modèle où on ne teste pas le profil. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher le profil de la personne grâce au test musculaire. Ce n'est pas déontologique. La manière dont on procède, c'est qu'on va éventuellement arriver par une autre porte qui sont les blessures de Lise Bourbeau. Donc, je ne sais pas si ça vous cause, c'est rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Pourquoi? Alors, c'est une porte d'entrée intéressante parce qu'en fait, il y a des liens entre ces blessures psycho-émotionnelles et puis certains de ces profils. Donc, ça peut donner l'idée d'aller chercher, tiens, quelqu'un a une blessure de trahison, par exemple, je vais peut-être voir si il faut que je pose des questions qui ressemblent au profil du loyaliste, parce qu'il est concerné par ce type de blessure. Et donc, je vais poser des questions en entonnoir, comme ça, et tout en testant et en échangeant avec la personne pour voir les réactions. Et en essayant d'utiliser aussi le langage correspondant à ce profil-là. Voilà, pour déterminer un peu où est-ce qu'elle se situe. Donc, soit, en fait, le test et ses réactions m'indiquent que je suis au bon endroit, soit je ne suis pas au bon endroit, il faut aller chercher ailleurs. Alors, on va entrer dans le vif du sujet sur l'énéagramme. Donc, vous voyez un petit peu des traits dans tous les sens. Ça veut dire que, vous voyez les 3 centres avec des couleurs différentes. En haut, instinctif, à droite, émotionnel, à gauche, mental. Alors, il y a des influences pour les profils qui sont côte à côte. Par exemple, le perfectionniste pourrait être influencé par le médiateur ou l'altruiste. Mais il y a également des liens différents. Par exemple, si je reprends le même exemple, le perfectionniste a tendance à aller chercher des ressources
chez le tragico-romantique, qui est vraiment dans l'intensité des émotions, ou alors dans le rebelle, appelé aussi l'épicurien, qui a du mal avec les règles et aime bien profiter de la vie. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment matière à évolution et à ce que les gens en fait soient plus complexes que juste être dans un profil de base. Alors nous allons passer en revue les différents profils. Nous allons commencer par le centre instinctif. Donc ce sont des gens qui sont plutôt dans l'intuition. Avec le profil 8 qu'on appelle le chef. Donc quelle est sa blessure de base? C'est j'ai souffert de la faiblesse d'un parent ou d'un manque de soutien d'un parent. Et donc la faiblesse, c'est dangereux. Donc il faut être fort. Il faut être fort pour survivre dans ce monde injuste. Donc du coup, il va être en perpétuelle quête de force, de sa force personnelle, mais aussi de celle des autres. Il ne va pas supporter la faiblesse, que ce soit chez lui ou chez les autres. Parce que ça le rassure, en fait, d'être dans la force. Et alors, qu'est-ce que ça va provoquer chez lui s'il est en stress? La difficulté à tolérer la faiblesse qui va pouvoir provoquer de la colère. Également, il va avoir tendance à être dans le conflit très rapidement pour assurer sa dominance, parce que ça va le rassurer, encore une fois. Donc voilà, il est très facilement en colère, en agressivité. Hein. J'ai connu quelqu'un dans le monde du travail qui était dans ce profil-là. C'était pas facile de travailler avec, hein, parce qu'il y avait tout de suite la colère qui montait. Alors là, je parle du profil en mode, on va dire, pas équilibré. Donc, prenez bien précaution. Hein. Je ne vais pas forcément dire que des choses très positives sur les profils. Ça ne veut pas dire que ces profils-là n'ont pas de grande qualité. Par exemple, la grande qualité d'un profil 8 équilibré, c'est que c'est quelqu'un qui va utiliser sa force pour se protéger lui et les siens. C'est comme le roi lion, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est très positif. Mais bon, comme on est sur les comportements souffrants, je ne vais pas forcément mettre l'accent là-dessus. Donc comment on peut l'aider? C'est à exprimer ses émotions, parce qu'il a tendance à se couper ses émotions et à réagir instinctivement comme ça. Et puis à prendre du recul aussi, calmer un petit peu l'instinct de l'action, prendre du recul avant de prendre une décision. Et aussi, plutôt que de chercher la quantité et de s'énerver parce qu'il n'a pas, par exemple dans le monde du travail, ses collaborateurs ne lui fournissent pas la quantité qu'il souhaite, plutôt rechercher aussi la qualité. Mais ça marche aussi sur le relationnel, c'est la qualité du lien aussi. Maintenant, le médiateur, toujours dans le centre instinctif, profil numéro 9. Alors, très différent comme ambiance. Il s'est senti rejeté en exprimant ses besoins et ses opinions. Donc du coup, il croit qu'il n'a pas de valeur, il se croit insignifiant. Et donc, ce qu'il va chercher avant tout, lui, c'est l'harmonie. Donc pour lui, le conflit, c'est insupportable. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avoir du mal à donner une opinion, à faire des choix, à se positionner. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une source de stress, parce que ça risque de provoquer un conflit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il se demande d'abord s'il est légitime, hein, il y a la valeur de soi à cause de sa blessure. Il a tendance à laisser le pouvoir à l'autre puisqu'il n'ose pas se positionner. Et il a tendance à être dans le déni de son intuition. Il a un gros problème de choix, donc comme je le disais, et il peut avoir une attitude de passivité pour éviter justement de faire un choix. Voilà. Si je ne fais rien, finalement on me laisse tranquille et je ne risque pas de provoquer un conflit. Bon après, côté positif, c'est quelqu'un qui est très intéressant dans une équipe pour maintenir l'harmonie, évidemment. Donc comment on peut l'aider sur ses stress? C'est l'amener à avoir de l'affection pour lui-même.
ne pas s'oublier pour l'autre, puisqu'il va toujours faire passer ses besoins après l'autre. Et l'emmener vers le choix. Lui expliquer que faire un choix, ce n'est pas mal. Il a le droit de se positionner. Il a même le droit de dire non. C'est juste un positionnement. Et ça ne va pas nécessairement générer un conflit. Et aussi, il a un travers qui peut être de se distraire, de s'éparpiller un petit peu vers des tâches secondaires pour éviter avoir à faire un choix sur une tâche principale. Donc voilà, essayez de lui expliquer ce phénomène-là et que c'est pas un problème de faire un choix. Le perfectionniste est né à type 1 dans le centre instinctif. Sa croyance, si je me laisse aller, on va me juger, donc je dois être parfait. Il a une blessure d'injustice. Le monde est injuste. Et donc pour survivre dans ce monde, il faut être irréprochable. Donc, il va toujours chercher, il se pose des questions, est-ce que je vais être le meilleur pour être reconnu, pour avoir de l'amour? Donc, dans ses comportements souffrants, s'il est en stress, s'il y a quelque chose qui lui déplaît dans l'attitude de quelqu'un, si quelqu'un ne réalise pas ce qu'il doit faire comme il le souhaite, dans le travail notamment, eh ben, il va être dans le jugement. Et puis, il va pouvoir émettre des critiques acerbes. Parce qu'il est pas dans la colère exprimée, il est dans une colère intérieure. Pourquoi? Parce que pour lui, la colère, c'est mal. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Mais du coup, il accumule cette colère, et puis alors, par contre, quand ça explose, ça fait des dégâts. Donc, il peut aussi se rigidifier, avoir une attitude rigide sous stress, quand on veut lui imposer quelque chose qui ne lui plaît pas. Et c'est aussi quelqu'un qui est très dans les règles. Alors, dans les règles, ça peut être les règles de société, les règles dans le monde du travail, mais aussi, il a tendance à créer ses propres règles. Et donc, si quelqu'un viole ce qu'il estime être une règle, eh bien, il va complètement se fermer et on ne pourra plus rien tirer de lui. Alors, c'est un profil qui est très à risque de burn-out. Pourquoi? Parce qu'il a un gros problème de gestion des limites. Il a du mal à prioriser. Donc, il va traiter les priorités 1, 2, 3 de la même manière et avec le même niveau d'exigence en termes de perfection. Donc, il va s'épuiser. Donc, si jamais, en plus, il est dans un contexte d'entreprise où il y a des sous-effectifs, il y a de la pression au résultat, etc., il va rapidement exploser. Alors, comment on peut l'aider? L'amener au lâcher-prise. L'amener à relativiser la notion de perfection, qui en fait n'existe pas dans l'absolu. Et une phrase qui peut être intéressante pour lui, c'est l'imperfection est parfaite. Alors au départ, il vous regarde avec des yeux comme ça, mais on lui explique. L'aider à gérer ses priorités, se focaliser uniquement sur les priorités 1. Aussi à ressentir ses émotions, parce qu'il a tendance à se couper. Il a beau ne pas être dans le centre mental, il est quand même beaucoup dans la tête, dans l'anxiété. L'amener à se calmer aussi, parce qu'il est beaucoup dans l'action, un peu comme le 8. Et voilà, calmer un petit peu et l'amener à être dans une action un peu plus tranquille, un petit peu plus réfléchie. Et aussi par rapport à l'aspect rigidité, sous stress, essayer de l'amener à plus de souplesse, à moins de jugement par rapport aux opinions des autres et ce que font les autres. Et aussi être plus dans la spontanéité. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à réprimer ses émotions, du coup, on ne voit pas bien quelles sont ses émotions. Il les cache. Et donc, il peut paraître très froid. Et voilà, et finalement, l'amener à plus s'occuper de qui il est, à son être, que plutôt être sans arrêt dans l'action. Alors, nous allons voir un cas pratique. Une femme de 35 ans qui vient pour des problèmes intestinaux et qui se demande, sur le plan métaphorique, qu'est-ce que cela m'empêche de dire, de retenir du passé, des événements passés. Aussi une difficulté à exprimer ce qu'elle ressent, notamment vis-à-vis de son conjoint. Alors en séance, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans la petite enfance une froideur de la mère, en tout cas c'est ce qu'elle ressent, et puis une mère aussi très anxieuse par rapport
aux conditions de vie ou de survie, parce que la mère a vécu la précarité, et sa mère aussi avant elle. Donc voilà, il y a une ambiance très anxiogène. Aussi, sa crainte, c'est: est-ce que je mérite l'amour tel que je suis? Elle est sans arrêt en questionnement. Et l'impression qu'elle doit être parfaite, mais elle ne sait pas comment. Parce qu'elle a l'impression, elle, dans sa personnalité un petit peu rentre dedans, hein, c'est le profil 1 souffrant, ça peut être intense, hein, ça peut être rentre dedans. Et elle ne comprend pas du coup les réactions des autres. Et c'est en résonance en fait avec cette anxiété en génération. Également, il y a un autre aspect qui lui amène à une dévalorisation sur l'estime de soi, c'est elle a connu un abus sexuel étant adolescente. Alors en analyse, eh bien, elle souffre d'une blessure d'injustice qui effectivement est cohérente avec ce type de profil perfectionniste. Et donc elle a besoin de ressentir qu'elle a de la valeur parce que pour être rassurée. Et également, elle a un problème à gérer ses limites, donc c'est pour ça qu'elle se mouille sous pression très facilement. En équilibration, qu'est-ce qu'on a fait? Donc deux protocoles. Le renfort de l'énergie du chakra plexus solaire, donc ici c'est le centre des émotions, la réunification avec le soi, et également un mode oculaire vers le bas, associé à, ça c'est pour lui apporter le sentiment de réunification, d'unité encore, et puis le fait qu'elle est digne d'amour, elle est aimable, quoi. Oui, ce que je ne vous ai pas dit au début de la conférence, dans les équilibrations dont on dispose en kinésiologie, hein, les fameux 350 protocoles, c'est qu'on utilise de la médecine chinoise, de la médecine traditionnelle indienne, donc sur chakra aura typiquement, la diffusion de stress émotionnel, stress post-traumatique, comme dans le MDR avec des mouvements oculaires. Des visualisations, comme on fait en sophrologie, hein, en état de conscience modifié. L'intégration de réflexes archaïques, donc ça c'est les réactions du bébé, même intra-utéro, et puis après la naissance, pendant les premières années, hein, qui lui permettent de s'alimenter, de naître tout simplement, hein, aller vers la sortie. Et voilà, et si ces réflexes-là ne sont pas bien intégrés, eh bien ça crée des stress par la suite, ça crée des soucis. Donc voilà un petit peu pour un exemple d'énéatype. Dans le centre émotionnel maintenant, on va passer à l'altruisme qu'on appelle aussi les dents. Là, une autre ambiance. Si j'exprime mes besoins, je n'aurai pas d'amour, je ne serai pas reconnu. Donc ça, c'est souvent lié à la blessure d'abandon. Donc c'est quelqu'un qui a un besoin irrépressible de s'occuper d'autrui, et les besoins d'autrui passent avant lui-même. Pourquoi? Parce que la croyance, c'est si je m'occupe de moi, je ne vais pas m'occuper assez des autres, mais si je m'occupe vraiment énormément des autres, eh ben, j'aurai de la reconnaissance et de l'amour en retour. Alors évidemment, ça crée un problème sur la gestion de ses besoins. Il va avoir tendance à s'oublier. Et surtout, il va avoir le travers d'anticiper les besoins des autres sans qu'on lui ait rien demandé. Donc pour un peu qu'il tombe sur quelqu'un d'un peu susceptible, ou que son action soit maladroite, eh bien on va lui reprocher son aide, en lui disant « mais je t'ai rien demandé ». Et donc ça va complètement le casser. Il peut monter en pression, en colère, hein, dans ce cas-là. Il a souvent un rôle de sauveur, et il peut s'investir jusqu'au sacrifice. Comment on peut l'aider? Eh bien l'écouter, c'est quelqu'un qui a besoin d'écoute, d'être aimé, hein, vraiment, c'est un centre émotionnel. Lui dire qu'on est là pour lui, l'interroger, lui faire sortir ses besoins, ses désirs, qu'il les exprime enfin, et puis l'aider à accepter des moments de solitude pour pouvoir se poser, prendre un peu de recul. Et ça, c'est très compliqué pour lui, parce que il a besoin toujours d'être entouré de gens qu'il puisse aider. Donc si on lui dit d'être seul, c'est un peu compliqué. Mais c'est nécessaire pour pouvoir prendre du recul. Nous allons voir un exemple. Une femme de 60 ans qui vient pour une anxiété inexpliquée
et une peur de la torture, mais sans raison objective, sans fait historique, que ce soit chez elle ou ses parents ou grands-parents. Et puis des crises psychotiques. Donc la manifestation, c'est une perte de contact avec la réalité, voire des idées délirantes. Et puis une oppression, physiquement, un ressenti d'oppression sur le cœur et le plexus solaire. Alors en séance, qu'est-ce qu'on trouve dans la petite enfance? C'est un manque d'estime, un ressenti d'un manque d'estime de ses parents, en particulier du père, le sentiment d'être mis à l'écart, notamment au profit de son frère, même au niveau alimentaire d'ailleurs, et puis un abus sexuel à partir de ses 13 ans par le grand-père paternel. Et ce qui aggrave les choses, c'est qu'il y a un déni familial. Elle en parle à sa mère, et tout ce que trouve la mère à dire, c'est « essaye de te protéger, de te débrouiller avec cette situation ». Bon. Mais en fait, il y avait plusieurs femmes dans la famille qui étaient concernées, mais il y avait une omerta, la loi du silence. Voilà. Donc il y avait un déni en définitive. Donc là, ça porte une lourde atteinte à l'estime de soi. Donc il y a une blessure d'humiliation derrière ça, par rapport à cette histoire, et aussi un comportement du coup boulimique pour modifier son apparence de manière à ne pas être attirante. Et puis par ailleurs, dans le domaine professionnel, elle a fait un burn-out parce qu'elle a eu une réaction qui ressemblait à celui du perfectionniste, parce qu'elle était en contact avec des hommes à qui elle devait des comptes dans le travail, donc ça lui faisait peur, et pour être irréprochable, eh ben, elle s'est mise à avoir un comportement perfectionniste en dépensant énormément d'énergie pour ne pas avoir de problème. Du coup, elle a explosé, elle a fait un burn-out. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en équilibration? Là, on a fait un renfort de l'énergie du chakra sacré, qui est un chakra en lien avec la sexualité, et avec une ressource, une phrase ressource. Hein, on utilise des ressources positives qu'on va chercher dans nos outils, donc qui est là, je m'autorise à être moi-même. Dans le centre émotionnel, le leader est le battant, ou qu'on appelle le battant aussi, ou winner en anglais. Sa blessure. Pour avoir de l'amour, je dois réussir. Alors, vous voyez, la différence là avec le perfectionniste, c'est que lui, il cherche la perfection, le perfectionniste, mais surtout d'un point de vue qualitatif. Le leader, la qualité, il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il souhaite, c'est être reconnu. Même, il souhaite être beau, être reconnu parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un beau costume, tout ce que vous voulez. Donc l'apparence compte énormément. Ça peut donner des personnalités très superficielles. Et des personnalités aussi qui sont limite manipulatrices. Par exemple, c'est quelqu'un sur un reporting, par exemple, d'un projet. Si le projet rencontre des difficultés, il va tendance à avoir à maquiller un petit peu le reporting pour laisser croire que tout va bien. Parce que pour lui, l'échec, c'est insupportable. Parce qu'il ne va pas être reconnu, il n'aura pas d'amour, donc ça touche vraiment à son émotionnel le plus profond. Et puis, il est dans les dénis de ses émotions, paradoxalement. Dans chaque centre, hein, il y a toujours un profil qui est dans le déni de ses émotions, comme c'était le cas du médiateur tout à l'heure, qui était dans le déni de son intuition. Donc, lui aussi, j'ai vu un exemple hein, qui a eu du mal à gérer ses limites et qui, lui, a somatisé. Alors, il n'a pas fait de burn-out au sens psychologique, en termes de tel, mais physiquement, il a fait quand même 3 phlébite en 2 ans. C'est quand même mortel, quoi. Et il n'avait pas de problème vasculaire par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? L'amener à ralentir le rythme, parce que c'est aussi quelqu'un qui est toujours dans l'action, dans la frénésie, pour toujours montrer qu'il réussit. Le recentrer sur ses émotions et ses ressentis, puisqu'il a tendance à être dans le déni. Et puis l'amener à l'authenticité par rapport à son désir de montrer une apparence toujours magnifique et être dans la superficialité. Voilà. Dans le centre émotionnel, maintenant, le tragico-romantique, profil 4, il a senti l'amour intense, et puis, il y a eu un problème, ça s'est arrêté, plus rien. Comme un abandon.
Donc ça, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin. On est dans un profil là, un peu comédien, un peu lyrique. On peut trouver beaucoup d'artistes dans ce type de profil, qui a besoin de reconnaissance pour son unicité, pour sa créativité. C'est typiquement quelqu'un qui pourra dire la phrase « Mais tu ne peux pas me comprendre. Je suis tellement unique. Il n'y a que moi qui sais. » Qui ressent. Il est dans l'intensité des émotions. Qu'elles soient positives ou négatives. Tant que c'est intense, c'est formidable. Donc il y a quelque chose comme ça d'un peu débordant. Quand c'est pas équilibré, bien entendu, hein, toujours. Donc, il se perd dans la recherche d'émotions intenses. Il peut y avoir de l'orgueil, en considérant que tout le monde n'est pas dit d'interagir avec une personne aussi unique, aussi créative que lui. Et puis, voire même avoir l'impression de se sentir tout puissant avec une dimension un petit peu, je dirais, spirituelle, hein, par rapport à l'au-delà. Comment on peut l'aider ? Calmer un petit peu cette intensité émotionnelle qui peut partir dans tous les sens et l'amener plutôt à considérer la qualité du lien à l'autre dans la tranquillité. Et l'amener à poser son émotion en le ramenant sur quelque chose de plus en phase avec la réalité. Le ramener dans le corps, parce qu'il a tendance aussi pas mal à se barrer, si j'ose dire. Par exemple, si quelqu'un dans ce profil-là, s'il fait de la méditation, il va tendance à partir en état de conscience modifié, il va avoir du mal à revenir. Donc lui faire prendre conscience aussi du mécanisme là, psychologique qui est en cours, mais avec des pincettes pour ne pas le brusquer, le culpabiliser. Nous allons passer maintenant dans le centre mental. Dans le centre mental, nous avons le numéro 5, l'observateur. Là, on est vraiment dans l'intellect, pur bœuf. Son petit nom aussi, ça pourrait être le château fort. Vous allez comprendre pourquoi. Il a peur d'être envahi. Il a été envahi un jour par effraction et il s'est senti en quelque sorte violé. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout exprimer ses émotions. Il a beaucoup de connaissances aussi, il est toujours en recherche de connaissances, mais il n'aime pas les partager, dans un état non équilibré, hein, toujours. Alors pourquoi ? Parce qu'il croit que les connaissances, c'est un moyen de se protéger du monde extérieur. Plus j'en sais, moins j'aurai de soucis dans un monde dangereux. Et ce qu'il cherche, c'est à être aimé, non pas pour ses émotions qu'il cache, parce qu'il considère que c'est imprudent de laisser montrer ses émotions, mais pour ses connaissances, pour son intellect. Ses comportements souffrants, donc ça va être de la méfiance envers quiconque qui souhaite pénétrer sa bulle, ses émotions, ses connaissances. Donc il va être avare dans le partage et il ne peut se dévoiler qu'avec une relation de grande confiance. Comment on peut l'aider ? À se ramener dans le corps, hein, parce qu'il est beaucoup dans le mental, l'amener à exprimer aussi ses ressentis, ses émotions, puisque c'est brimé chez lui, c'est enfoui, et surtout être patient, attendre qu'il veuille bien entrouvrir la porte pour doucement aller échanger avec lui, sans le brusquer. Le loyaliste, nous allons voir un exemple après, numéro 6, dans le centre mental. Ma confiance a été trahie. J'ai eu un père rigide ou des parents imprévisibles. Par exemple, j'ai été puni sans comprendre pourquoi. Donc j'ai ressenti une trahison. Ma confiance a été trahie. Donc c'est quelqu'un qui va être typiquement dans la peur de tout ce qui peut arriver sans comprendre pourquoi. Voilà. La particularité de la peur, c'est qu'il y a un côté, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est pas forcément connu. Donc la croyance que le monde est dangereux, du coup, pour se protéger de ça, il va avoir tendance, comme c'est quelqu'un qui est dans le mental, dans l'intellect, il est très apte intellectuellement à élaborer plein de scénarios d'évitement de tout ce qui pourrait arriver. Donc si vous avez un ami loyaliste, c'est super. Si vous avez un problème, vous allez le voir. Il va vous sortir 10 stratégies pour vous en sortir. Il y a forcément une stratégie qui va fonctionner, forcément.
C'est aussi une personne qui est très loyale, ce qui est une très belle chose. Elle est dans le contrat moral et elle va, même si finalement dans ce contrat moral, elle est défaillante, eh bien elle va prendre ses responsabilités, elle va accepter en fait les conséquences de ça sans aucun problème. Et alors, c'est vraiment, avec le perfectionniste, le profil qui est le plus à risque de burn-out. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait absolument pas gérer ses limites et il a tendance à s'oublier et à s'occuper d'autrui d'abord. Ce qui est aussi, dans ce côté loyaliste, le fait de s'occuper aussi de son clan, des gens en qui il a confiance. Ces deux mots-clés, c'est la confiance et la peur. Comment on peut l'aider ? Être plutôt dans une vigilance raisonnée que dans une méfiance systématique. Relativiser la peur, le pire n'est jamais sûr après tout. Transformer son besoin de justice, il est il peut être très dans le jugement, hein, comme le perfectionniste. Donc l'amener à lâcher cette rigidité pour avoir plus de souplesse et être juste dans la justesse en fait de l'évaluation des situations, sans se prendre pour Zorro. Également, comme il est dans la peur, essayer de lui amener du courage et qu'il prenne conscience que c'est important qu'il s'occupe de ses besoins pour ne pas s'épuiser. Cas pratique. Femme de 40 ans qui souffre du syndrome du côlon irritable. L'impression de ne pas toujours pouvoir s'exprimer comme elle le souhaite et en fait la crainte de ne pas être écoutée derrière ça. Donc en séance, dans la petite enfance, elle a eu un père violent qui punissait sans raison et elle a été réprimandée aussi quand elle s'exprimait. Donc ça a atteint la confiance en soi. Donc elle est concernée par la blessure de trahison, par le profil loyaliste. Donc elle est effectivement dans le contrôle, dans la recherche de scénarios d'évitement de la peur. Et elle a du mal à donner sa confiance. En équilibration, on lui a amené comme ressource, notamment, là je vous cite juste une des phrases, en fait on en utilise plusieurs en ressources positives en vrai. J'en ai juste cité une pour ne pas prendre trop de temps. Je m'écoute moi-même, donc avec 2 équilibrations. Le casque d'écoute, c'est un massage des oreilles, c'est en brain gym, c'est une partie de la kinésiologie qui actionne énormément de points en médecine chinoise hein, à ce niveau-là. C'est pour stimuler l'écoute en fait. Également, l'intégration d'un réflexe archaïque, je vous en parlais tout à l'heure, le réflexe de fouissement. Donc le réflexe de fouissement, c'est par exemple vous touchez un bébé à un endroit, il va tourner la tête de ce côté-là. Oui. Et en fait, il se trouve que ce réflexe est en lien avec le syndrome du côlon irritable, l'expression, l'absorption de nourriture. Alors je vous rappelle que pour choisir un protocole, hein, pour avoir des informations ou pour l'équilibration, je passe par le test. Hein. Donc je ne suis pas arrivé sur l'intégration de ce réflexe par mon mental. C'est le corps de la personne qui m'a dit d'aller là-dedans. Et vous voyez, comme par hasard, il y a un lien avec le côlon irritable. C'est quand même intéressant. Le dernier profil, numéro 7, le rebelle ou l'épicurien. Donc là, on est aussi dans le centre mental. Alors, l'ambiance, j'ai connu la souffrance et j'ai dû la fuir. Le monde est dangereux et pour se rassurer, il faut être dans le jeu, dans le plaisir. Et donc, plus je m'amuse, plus je suis heureux et moins je vais souffrir. Donc voilà, ces modes de fonctionnement, c'est de chercher toujours de nouvelles idées. C'est quelqu'un de très créatif qui déteste les règles. Pourquoi ? Parce que les règles, c'est un frein à sa créativité. Donc ça lui fait peur. Et il aime aussi être reconnu et, comme quelqu'un d'unique. Hein. Il y a un petit peu quelque chose qui ressemble au tragico-romantique là-dedans. Donc du coup, il est très adaptable, puisqu'il n'aime pas les règles. Et en gros, on pourrait dire que c'est un grand enfant. Et c'est aussi un épicurien, hein, il aime bien les bonnes choses. Si vous avez un ami qui est dans ce profil-là, vous allez bien manger chez lui. Donc en fait, lui, ce qu'il souhaite, c'est
Sa question, c'est est-ce que je mérite l'amour parce que je crée des projets originaux, parce que je suis unique et créatif. Alors, ces souffrances, c'est beaucoup de mal à se focaliser sur une seule idée, un seul projet, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus amusant à faire. Donc, il va commencer beaucoup de choses, mais il va en terminer rarement. Il y a un risque de dispersion, toujours dans un mode non équilibré. Hein. Et puis, donc, une tendance épicurienne qui peut aller dans les excès avec des problèmes d'addiction, toxicomanie. Comment on peut l'aider? Eh bien, lui expliquer qu'il peut accepter un certain niveau de contrainte pour quand même réussir au moins une partie de ses projets. C'est dommage de ne pas terminer ses projets. D'observer aussi quand il est dans la fuite mentale, qu'il divague un petit peu sur plein d'idées différentes, calmer aussi le rythme, l'amener à calmer le rythme pour apprécier l'expérience. Le ramener dans le corps, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très dans le mental, et lui faire prendre conscience de ses émotions. Voilà, nous avons passé en revue tous les profils avec quelques exemples. Pour information, pour ceux qui s'intéressent à l'animal et qui ont l'opportunité, en avril, je serai à Pornichet pour un Equifestival avec une conférence « Comment surmonter les stress chez le cheval et le cavalier ». Et puis, des différents ateliers à venir, donc sur le burn-out, c'était la conférence d'hier, sur se connaître soi-même pour aller mieux aujourd'hui. Enfin, ça ressemble à aujourd'hui, mais dans un modèle un peu différent. Et comment améliorer ses relations interpersonnelles. Donc, vous avez mes coordonnées pour me contacter. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez besoin, j'exerce à Paris 15e vers le métro Pasteur. Voilà. Bonne journée, au revoir.